En cinquième, nous avons fait une excursion de fin d'année dans un océanarium près de l'école. Il s'appelait Ripley's Aquarium of the Smokies. Nous vivions à Gatlinburg, dans le Tennessee, une vraie ville de montagne avec des collines et des montagnes à perte de vue. Notre professeur de sciences, un Russe, était notre compagnon de voyage. Il était très décontracté. Ainsi, alors que les autres professeurs accompagnateurs étaient plus stricts avec leur groupe, M. Rousseau était plus détendu dans son travail. Cela peut sembler une bonne chose, mais grâce à son attitude décontractée lors de la supervision, mon ami Hayden et moi avons pu facilement quitter le foyer de l'aquarium à l'écart du reste des groupes. Nous ne voulions pas attendre aussi longtemps que tous les groupes se déplacent. Tout l'aquarium était vide, à l'exception de nos classes. Lorsque Hayden et moi avons traversé les couloirs, ou plutôt les zones d'observation, avant tout le monde, nous n'avons vu personne d'autre. Nous avions une vue imprenable sur les grands aquariums et les habitats. Nous sommes passés à la salle suivante, sombre, éclairée par les aquariums d'une teinte bleu foncé. D'ailleurs, dans cette salle, il y avait beaucoup de grands aquariums avec des poissons tropicaux. Nous plaisantions sur la possibilité de trouver des poissons Nemo, comme les poissons clowns et les dorés. Je me souviens alors que quelqu'un nous a interpellés d'une voix ferme et autoritaire. C'était un homme en short et t-shirt vert. Il nous a demandé si nous faisions partie de l'excursion. J'étais sur le point de secouer la tête, mais Hayden a dit oui. L'homme nous a dit de le suivre immédiatement. Nous avons supposé qu'il travaillait pour l'aquarium et nous l'avons suivi, mais il n'a pas voulu nous ramener dans le hall. Il nous a fait traverser des passages étroits et sombres. Je me souviens que nous sommes passés devant les toilettes et quelques panneaux de sortie suspendus au plafond avant d'arriver à une porte de sortie. Il nous a emmenés à l'extérieur, dans un endroit reculé, je suppose à côté de la forêt. Je lui ai finalement demandé s'il travaillait là et où il nous emmenait. Il m'a répondu que oui, qu'il travaillait là et qu'il devait nous ramener devant l'aquarium pour que nous le laissions entrer. C'était aussi logique à l'époque qu'aujourd'hui. Mais nous étions deux élèves de 6e année nerveux qui pensaient que nous allions avoir des ennuis. Lorsqu'il nous a emmenés à sa voiture, nous avons volontiers grimpé sur les sièges arrière. Il nous a dit d'attacher nos ceintures et à quitter le parking arrière pour aller dans la rue. Alors que nous pensions qu'il allait tourner à droite devant nous, il a immédiatement tourné à gauche. Hayden et moi lui avons demandé en même temps où il allait. Il n'a pas répondu à la question, mais pendant environ 5 secondes. Puis nous avons entendu les portes arrière se fermer et il a proféré une sorte de menace. Si l'un d'entre vous essaie de faire quoi que ce soit, je le tue. Il a ensuite sorti de la boîte à gants ce qui semblait être un grand couteau. Hayden et moi sommes restés assis en silence. J'étais sûr qu'il avait envie de vomir, tout comme moi. Nous devions trouver un moyen de nous échapper, mais nous ne pouvions pas nous parler parce que l'homme n'arrêtait pas de regarder dans le rétroviseur, toutes les 2 secondes. Il nous a conduits en montée à travers un quartier boisé et isolé, jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement sur le bord de la route, dans ce qui semblait être le milieu de nulle part. Il n'y avait ni maison ni circulation. Il nous a dit de rester dans la voiture et en est sorti, le couteau à la main. J'ai chuchoté à Hayden de se préparer à courir. Youssand, dès que je lui ai dit, l'homme est venu à ma porte, l'a poussé et m'a dit de sortir. Il m'a dit de dire à mon ami que s'il me voulait vivant, il ferait mieux d'être dans la voiture au moment où nous reviendrions. J'ai senti mon estomac se nouer lorsque j'ai entendu l'homme commencer à m'accompagner dans les bois. Un couteau probablement dans sa poche pour faire Dieu sait quoi. J'ai vu Hayden se glisser de mon côté de la voiture, dont la portière n'était pas verrouillée, et lorsqu'il a semblé prêt à s'enfuir, j'ai crié « Cours !» Hayden était déjà dehors et descendait la colline en courant. J'ai facilement esquivé l'homme et j'ai fui avec lui en suivant Hayden. L'homme a essayé de nous poursuivre à pied, et je ne plaisante pas quand je dis qu'il m'a lancé le couteau. Il m'a manqué de quelques centimètres. J'ai entendu le bruit métallique du couteau heurtant le sol devant moi. Je ne me suis pas arrêté pour le ramasser. J'ai continué à courir vers le bas de la colline, dans la direction d'où nous venions. L'homme a cessé de me suivre après avoir jeté le couteau. Je pense qu'il est retourné à sa voiture et a pris la fuite. Nous avons réussi à retourner à l'aquarium en moins d'1 heure et à nous faufiler dans le groupe. Le Russe ne l'a même pas remarqué. Hayden et moi avons décidé de garder le silence sur ce qui venait de se passer. À quoi bon s'attirer des ennuis, puisqu'il n'y avait relativement aucune chance d'attraper l'homme? En grandissant, nous avons commencé à nous demander de plus en plus quelles étaient les intentions de cet homme. Bien sûr, nous en avions quelques-unes en tête, mais nous ne disions rien et nous n'aimions pas vraiment y penser. Lorsque j'étais en 4e, tous mes camarades de classe et moi-même attendions avec impatience notre voyage à Washington. L'excitation de partir en voyage avec ses amis, quel qu'il soit, suffisait à nous rendre enthousiastes. Après tous les préparatifs, nous étions prêts pour le 600e. Une fois arrivés à destination, ma classe d'une centaine d'élèves a été divisée en 3 groupes, au sein desquels se trouvaient nos 3 autres camarades d'hôtel.
Chaque groupe a voyagé dans des bus différents qui nous ont emmenés dans différents lieux d'intérêt à Washington, dans les États voisins, dans des monuments, des parcs, des restaurants, des musées et bien d'autres choses encore. Après un long week-end de visites éducatives, nos professeurs ont décidé de nous offrir un soir une visite guidée des fantômes coloniaux. Il s'agissait d'une visite à pied de sites historiques américains, de cimetières rustiques et de vieilles maisons. Je ne me souviens pas exactement de la ville où nous nous trouvions, mais je me souviens que les guides nous ont dit que de nombreuses maisons vides avaient été préservées en raison de leur importance historique. J'ai toujours eu peur des fantômes, mais j'étais sûr qu'il ne se passerait rien pendant notre visite. Nous nous sommes répartis en petits groupes d'une dizaine de personnes chacun et on nous a dit de prendre un appareil photo si nous le souhaitions. Le guide nous a dit de ne pas attendre grand-chose de la visite, qu'il n'y aurait probablement rien de surnaturel. Tout au long de l'après-midi, alors que nous nous promenions d'une maison coloniale à l'autre, d'un cimetière à l'autre, je me suis intéressé aux histoires que les guides racontaient sur chaque maison. Nous avons écouté les histoires de chaque propriétaire, tandis que mes amis prenaient des photos dans l'espoir de trouver un orbe lumineux. L'une de mes amies, Jessica, avec qui je partageais une chambre lors de ce voyage, n'était pas du genre à prendre constamment des photos. Elle prenait de temps en temps des photos, mais passait le plus clair de son temps à écouter. Mon groupe est arrivé à une petite maison à 2 étages au milieu de la rue. Les fenêtres avaient une teinte bleue inquiétante, mais la maison était vide. Je me souviens avoir été très curieuse de cette maison. La guide a commencé à nous parler un peu de la maison. Elle nous a dit qu'à l'origine, la maison avait appartenu à un homme et à sa belle épouse. Il adorait sa femme et le couple était ravi, fatigué d'apprendre qu'il attendait un enfant. Malheureusement, la femme mourut après avoir donné naissance à une petite fille. L'homme était dévasté et commença à en vouloir à sa fille. Pendant son enfance, il l'a gardée à la maison autant qu'il le pouvait. Il lui rappelait à quel point elle était modeste et, ne trouvant pas de prétendant pour elle, estimant qu'elle n'avait pas d'autre raison d'être, il a fait apprendre à sa fille à coudre et à tricoter à l'étage en utilisant son seul atout, ses mains. Après avoir entendu cette histoire, je me suis souvenu de la peine que j'avais ressentie pour cette fille. Elle et son père ont dû vivre malheureux dans cette maison, jusqu'à sa mort. Mon amie Jessica a pris une photo de la maison et nous avons marché jusqu'à la suivante. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que Jessica s'arrête et regarde en silence l'écran de son appareil photo numérique. Je me suis approché et j'ai scanné la photo. J'ai vu une lueur provenant du bord de la fenêtre du premier étage à droite. Je lui ai demandé de zoomer sur la scène. Après avoir zoomé, 3 silhouettes étaient clairement visibles, regardant par la fenêtre. Sur la droite, la silhouette translucide d'une femme était visible derrière elle. Sur le côté, un homme plus grand. Plus curieusement encore, il y avait une 3e silhouette qui semblait être une femme, mais qui était plus difficile à distinguer. Le corps était là sans aucun doute, mais sa peau n'était pas aussi claire. Jessica et moi avons été surpris. La première femme et le premier homme me paraissaient en logique. Mais qui est la 3e femme brune sur le côté ? J'ai levé la main et j'ai dû demander au guide si quelqu'un d'autre vivait avec cette famille dans la maison. Le guide, surpris par ma question, a répondu par l'affirmative. À l'époque de leur résidence, une femme de ménage noire vivait avec eux. Au cours de ma dernière année de lycée, mon professeur de criminalistique, M. Stevenson, a réussi à convaincre l'école de le laisser nous emmener en excursion dans un bâtiment abandonné dans les bois qui avait été le théâtre d'un crime majeur. Je pense qu'il l'a un peu arrangé et a fait croire à l'école que nous n'étudierions que le périmètre et l'extérieur du bâtiment. Mais nous avons fait bien plus que cela. Il s'agissait avant tout d'un repère de trafiquants de drogue. Lorsque nous sommes arrivés sur place, j'ai réalisé à quel point le bâtiment était effrayant par sa hauteur et son emplacement était tout simplement surréaliste. Il est entouré de forêts dans toutes les directions et la seule route qui y mène est une route sur laquelle on ne penserait jamais à rouler à cause de l'herbe qui pousse dans la rue. Comme le sujet du moment était la drogue, M. Stevenson nous a conduits jusqu'au bâtiment abandonné. Il nous a fait visiter les lieux comme s'il y était déjà venu plusieurs fois et semblait en savoir beaucoup sur l'histoire du bâtiment. Par exemple, il nous a dit que l'on ne connaissait pas la destination originale du bâtiment. Apparemment, la construction des niveaux supérieurs n'était même pas terminée avant que le bâtiment ne soit abandonné. Son emplacement et son caractère tamanolojasien, idéal pour le trafic de drogue et d'autres activités illégales, nous ont tous surpris, car nous nous trouvions dans cet ancien repère de drogués dans le cadre d'une sortie scolaire. Monsieur Stevenson était tellement permissif lors de cette sortie qu'il n'a même pas remarqué que quelques élèves s'étaient éloignés pour explorer les lieux de leur côté. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Comme d'autres élèves l'ont fait, mon amie Yana et moi avons décidé de partir seuls. Et oui, je suis un garçon. Il se trouve qu'au lycée, j'avais une amie très proche qui était une fille. Il devait y avoir au moins 8 étages dans ce bâtiment, mais nous avons vu de l'extérieur que les derniers étages semblaient inachevés. En fait, j'ai forcé G à monter aux étages supérieurs avec moi.
Dans le pire des cas, nous ne pourrions pas retrouver le groupe et nous sommes retournés au bus juste à l'extérieur. Nous avons monté les escaliers un étage après l'autre. C'était étrange. Lorsque nous avons atteint les étages intermédiaires, la quantité de débris et de graffitis a un peu diminué. Mais quand nous sommes arrivés aux étages supérieurs, il y avait encore plus de graffitis et de déchets qu'aux étages inférieurs. C'est alors que les choses se sont gâtées. Onsozios avait l'impression d'être au deuxième étage le plus élevé. Et tout ce qui se trouvait à cet étage n'était encore que des fondations en bois. Beaucoup de choses avaient l'air pourries et il y avait beaucoup de trous là-haut. Nous aurions pu monter au dernier étage, mais les escaliers avaient été complètement détruits et cassés. En fait, il n'y avait pas d'escalier pour accéder au dernier étage. Pourtant, il devait bien y avoir un moyen de monter. Nous avons donc surveillé nos pas à la recherche d'une trace de bois tout en parcourant l'étage. C'est alors que Gianna m'a attrapé par l'épaule et m'a arrêté. Elle m'a montré un trou dans le plafond et m'a dit qu'elle avait vu quelque chose, puis il y a eu un bruit de tic-tac, comme lorsqu'une personne lèche son chat ou quelque chose du genre, puis le bras de quelqu'un est sorti du trou au-dessus de nous. Mais ce n'était qu'un bras et un Yusgar. D'après la position du bras, la personne devait être allongée sur le sol à côté du trou. Il portait une longue manche noire et la seule peau visible était sa main. Yi a eu peur. J'ai ri un peu au début, mais je ne dirais pas que ce n'était pas un peu déconcertant. Jana a commencé à me dire « Retournons en bas ». J'ai commencé à demander à la personne comment nous sommes arrivés en haut. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, ils ont continué à faire le tic-tac et à nous faire signe de monter. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir vraiment effrayantes et j'ai convenu avec Gossen que nous devrions redescendre. Juste après avoir dit cela, la personne a retiré son bras du trou et nous avons entendu le bruit d'une chaussure raclant rapidement les fondations en bois au-dessus de nous. Comme il était évident que la personne se relevait, nous ne pouvions pas voir, mais j'ai poussé Yana pour qu'elle bouge. J'ai eu la chair de poule et j'ai eu envie de redescendre. Nous nous sommes retournés et avons vu un homme de l'autre côté de la pièce, face au mur. On aurait dit qu'il venait de sauter par l'un des trous. Puis il a tourné la tête rapidement pour nous regarder sans bouger son corps. Son visage et ses vêtements avaient quelque chose de particulier. Il n'avait pas l'air d'un gars typique de l'exploration urbaine. Il avait l'air dangereux et instable. 11 et moi, nous sommes mis à courir en descendant une volée d'escaliers, chaque volée se trouvant 3 étages plus bas. J'ai regardé le long couloir au-dessus de nous et j'ai vu l'homme au sommet qui me regardait. J'ai crié « Va » avec Yana. Nous avons continué à descendre environ 5 étages, puis j'ai levé les yeux et l'homme me regardait à nouveau. Cette fois, il semblait beaucoup plus proche et j'ai compris qu'il nous poursuivait. Nous sommes arrivés en bas et j'ai levé les yeux une fois de plus, mais je ne l'ai pas vu. Cette fois, nous avons entendu la voix de Monsieur Stevenson tout près et j'ai commencé à rire de ce qui venait de se passer. Pas vraiment parce que c'était drôle, mais parce que j'étais content que nous soyons revenus sains et saufs. Mais elle ne riait pas. Elle était vraiment perturbée. Nous avons trouvé Monsieur Stevenson qui nous a demandé où nous étions et nous lui avons dit la vérité sur ce qui venait de se passer. Il était assez en colère contre nous, mais compte tenu de ce que nous venions de lui dire, il nous a également conseillé de quitter le bâtiment. Les autres garçons qui s'étaient éloignés étaient revenus-y et lorsque nous sommes arrivés dans le bus, Monsieur Stevenson a compté les effectifs environ 3 fois. Dans l'ensemble, le voyage n'a pas été un échec. Par ailleurs, les autres enfants ont appris des choses sur le bâtiment et les drogues. Mais pour mon amie Yana et moi, c'était vraiment la chose la plus horrible que nous ayons jamais vécue.